Venez découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc, que nous nous retrouvons pour cette 22e émission du Goût du Tarn sur Air d'Otan. C'est du côté de chez Fred que nous rencontrons David Julia, la ferme de Ligogne à Roquevidal, donc au sud de la communauté de communes Tarn-à-Goût, avec qui nous faisons ce partenariat. Alors déjà, bonjour et merci de me recevoir. Bonjour. Aujourd'hui, je suis désolé, j'amène pas le soleil, le temps est un peu frais, mais bon, une prochaine fois peut-être. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter la ferme? Alors, comment tu te nommes? Tu te nommes fermier, paysan, agriculteur, exploitant? On se nomme éleveur paysan. D'accord. Ok. Et cette notion de paysan, comment tu l'entends? Parce que chacun peut avoir sa définition. C'est lié au pays, au paysage. Pour moi, paysan, c'est surtout lié au paysage. C'est celui qui forme le paysage. Voilà. Ouais. Tout à fait, parce que quand on a vécu sur ce territoire, on s'aperçoit que le paysage a évolué, changé. Toi, qu'est-ce que tu as vu comme changement et qu'est-ce que tu constates aujourd'hui par rapport à ça? Des changements, beaucoup de changements avaient été faits quand j'étais petit. Les changements avaient déjà été faits, donc le paysage a peut-être moins changé ces 20 dernières années que ce qu'il a fait auparavant. Mais bon, j'ai vu quand même des haies se réduire, des talus disparaître. Voilà, qui ont un impact direct sur le paysage. Je pense que ces dernières années, on a surtout souffert d'une dégradation des sols accélérée, qui influe aussi sur le paysage, et peut-être aussi des cultures qui ont un petit peu disparu, et surtout de l'élevage qui s'est réduit comme une peau de chagrin. Voilà. Peut-être que ce que j'aurais aimé connaître, c'est des paysages un peu plus, on va dire, bocagés. Et je sais, pour avoir discuté avec des personnes âgées, d'avoir des espaces un peu moins ouverts et beaucoup plus bocagés, avec des haies, de jolis haies larges et de jolis arbres. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que tu peux nous présenter un peu la ferme de Ligogne, sur combien d'hectares on est, quels sont le cheptel et quelle est ton histoire par rapport à ça? C'est-à-dire depuis quand tu t'es installé, et quelle est l'histoire de cette ferme qui n'est pas là depuis 2 ans simplement, elle a une histoire. Cette ferme, elle est là, elle est là depuis très longtemps, mais mes parents sont arrivés dans les années 80, en 86. Ils se sont installés donc sur ce lieu, à Ligogne, avec de l'élevage. Ils venaient d'un pays d'élevage, donc ils ont fait de l'élevage. Mais bon, au fil du temps, ils se sont retrouvés à dominante céréalière quand même, ce qui a eu forcément une influence sur le paysage, notamment. Avec des pratiques on va dire conventionnelles. Mais avec ça, ils se sont mis aussi à faire de la vente directe, et l'exploitation, la ferme a évolué d'un côté avec la céréale et de l'autre avec un petit élevage et une vente de proximité. À mon arrivée, donc en 2010, mon idée c'était de se dire l'agriculture elle est pas très florissante, on est plutôt globalement en échec sur l'agriculture, que ce soit tant au niveau économique mais aussi au niveau environnemental ou social, ça paraît c'est pas très équilibré tout ça, et pas bon même dans l'ensemble des postes.
J'avais comme vision et comme aussi comme envie de venir remettre de l'élevage chez nous, pour la fertilité du territoire, pour le paysage et parce que je pensais qu'aussi c'était un modèle qui pouvait marcher si on le liait avec de la vente de proximité. Finalement accentuer un peu ce qu'avaient démarré mes parents, mais le faire de manière peut-être un peu plus engagée. Voilà. Donc ça veut dire on est passé en bio immédiatement pour l'ensemble de la ferme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une ferme avec un peu plus à 120 on va dire 120 GB, donc 180 têtes, on va dire, pour l'ensemble du troupeau, veaux, vaches, bœufs, génisses, parce qu'on n'a pas un élevage conventionnel. Tout ce qui naît chez nous reste chez nous, grandit chez nous jusqu'à être commercialisé. Donc on a là à la fois les taureaux, le renouvellement des mères, des mâles castrés qui partent pas pour l'Italie mais qui restent bien chez nous et qui sont revalorisés chez nous. Donc voilà, on se retrouve avec 180 têtes et sur 160 hectares, tout ça en bio et avec une autonomie très très importante qui était un petit peu l'idée de départ. On fait du bio, on est autonome et on part de la terre, on fait de la viande. Voilà, l'idée de départ était là. C'était, ne pas avoir de dépendance de circuits extérieurs, être dans une autonomie la plus grande. C'était dans une idée d'autonomie, de contrôle des matières qu'allaient manger nos animaux. Tant pour maîtriser l'aspect économique, mais aussi pour maîtriser l'aspect santé des animaux et l'aspect aussi garantie alimentaire qu'on allait pouvoir fournir à nos clients. C'est très différent d'avoir 30% de l'alimentation qui vient de l'extérieur ou être quasiment à 100% autonome. On n'apporte pas du tout la même garantie à nos clients. D'accord. Alors, d'où te vient cette vision des choses ? Visiblement, tu avais un projet bien arrêté. Donc, déjà, petit, tu as baigné dans cet univers puisque tes parents étaient fermiers. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que c'était naturel de prendre la suite ou est-ce qu'il y a eu des questionnements, ton parcours de formation comment on en est arrivé à 2010 ? Allez, je m'installe, je saute le pas. J'ai pas forcément eu une envie d'être agriculteur dès le plus jeune âge. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai toujours aimé la nature. J'ai toujours aimé aussi l'élevage, les animaux. Et finalement, ça s'est fait de fil en aiguille, j'ai envie de dire, petit à petit. Voilà. Mais j'ai jamais eu une envie d'être agriculteur, conduire un tracteur, tout ça c'est pas trop mon truc. Je suis non pas du tout, mais puis toujours pas. J'ai plutôt un attrait particulier pour la nature. Je suis assez admiratif de la nature. Du rapport aux animaux, c'est plutôt ça qui me motive. Et du coup, l'idée que j'ai du métier, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas assez proche et on ne travaille pas assez avec la nature. On a été beaucoup trop tourné vers la machine, et des moyens de travailler un petit peu en force. Et l'idée et l'état d'esprit dans lequel on travaille, c'est d'essayer de composer avec la nature. Voilà. Ce qui nous vaut de temps en temps des bons échecs parce que forcément il faut qu'on apprenne et c'est d'autres manières de faire de l'agriculture. Donc voilà, mais c'est très intéressant. L'intérêt du métier, je trouve qu'il est là. D'accord. Et quand tu t'es installé en 2010, qu'est-ce
quelle a été la genèse du projet, comment s'est passée la transmission. C'est pas forcément quelque chose de toujours évident. Le projet, il s'est passé que j'avais vraiment envie de faire de l'élevage et pas faire de la céréale ne m'intéressait pas. Donc l'idée c'était de l'élevage en circuit court et en autonomie. Le bio s'impose de fait. Comment dire, et ensuite tout déroule. Je veux dire, une fois qu'on a les idées, il suffit de regarder quels moyens on met en œuvre. Bon, il se trouvait qu'il y avait l'engouement du photovoltaïque, donc on a pu construire une Stabu à la hauteur des projets que l'on avait grâce au photovoltaïque. Et on a déroulé ensuite petit à petit ces grandes idées, ces grands axes autour de l'autonomie, de la santé des sols, de la santé des animaux et aussi de la santé de nos clients parce que tout ça c'est dans la même dynamique. D'accord. Et est-ce que tu as fait un parcours de formation par rapport à ça? Est-ce que justement ça a apporté ces éléments-là ou... Non, le parcours de formation, c'est des parcours de formation qui sont basiques. Je ne crois pas que des parcours de formation sur ces thèmes-là existent réellement, ou existaient en tout cas quand je faisais mes études. Non, c'est des envies qui viennent petit à petit, et après on travaille, on rencontre des collègues intéressants et voilà, on va là où on a envie d'aller. C'est sûrement ce qui fait un peu la beauté de notre métier, même si on le paye aussi de par un travail qui est très important, surtout quand on va vers des manières de faire nouvelles. Ça nous oblige à déployer beaucoup d'énergie avec plus ou moins de réussite à la clé. Et du coup, il faut de la résilience, de la patience pour arriver là où on veut aller. Souvent, dans mes précédentes émissions, effectivement, la dimension d'échange avec des collègues, etc., est importante. Et parfois, il y a aussi des échanges plus importants que d'autres. Est-ce que, justement, tu as rencontré des gens qui t'ont amené à réfléchir les choses différemment, à trouver des solutions, à passer des paliers, parce que parfois, on bute, et puis on passe un palier en discutant. C'est certain que quand j'ai démarré, je pensais que ça allait être simple. On allait mettre de l'élevage et de fait, de par l'assolement de l'élevage mis en place et le fumier qu'on va générer avec l'élevage, on allait retrouver la fertilité. Et bon, c'était beaucoup trop simple. Les choses sont bien plus, pas compliquées, mais complexes. Voilà. Mais bon, de démarrer comme ça, ça permet de démarrer avec des idées simples, d'avoir envie de démarrer un projet, parce que si on a toutes les idées complexes au départ dans la tête, peut-être qu'on n'y va pas forcément. Donc, il faut une certaine dose d'inconscience. Oui, c'est un bon début. L'innocence est importante là-dedans. Oui. Bon, il se trouve que j'ai rencontré sur une formation, je suis allé faire une formation homéopathie en élevage avec un veto. Et ce veto, il m'a paru extraordinaire. Dans l'approche, il abordait pas du tout de la même manière qu'on pouvait l'aborder, le vivant, les animaux, mais aussi le reste, tout ce qu'il y a autour de l'animal. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai cherché, je suis allé faire quelques formations en biodynamie qui ont été aussi intéressantes, ou d'autres formations, ou d'autres rencontres avec des paysans, parfois des personnes, ne serait-ce que mon grand-père maternel, qui était, je pense, un très bon éleveur avec un très bon œil, lui dans le Cantal. Et qui nous permet de nous guider un petit peu dans nos réflexions, nos choix, nos essais, on va dire, et nous faire avancer. Mais c'est vrai que
il y a une ouverture à avoir quand on démarre ce genre de choses. Et cette ouverture, elle nous emmène vers des lieux, des cieux qui sont insoupçonnés, on va dire. mais très intéressant. Voilà. C'est humainement très enrichissant. D'accord. Avant d'aller plus loin, on va faire une petite respiration musicale. On va écouter Voyou, les bruits de la ville, et on se retrouve de suite après sur Air d'Otan, le goût du Tarn, avec David Julia. Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdue dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelait entre ces lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ces allées, s'élançant comme une rivière, pressé de rejoindre son cœur. Tu te lançais d'un bond, tu te fonds dans la foule, tu te balades au hasard, comme une plume en plein bizarre. Si loin, que d'un coup tu t'affoles, tu sens tes pieds quitter le sol, et ton esprit qui s'envole. Seul, au petit matin, comme un marin sur une plage, déposé là par une vague. Tu entends l'avalanche d'une âme et d'âme affairée qui s'élance, en faisant vibrer tout ton corps, pourvu que cette fois tu t'en sortes. Tu te lances d'un bond, tu te fonds dans la foule, tu te balades au hasard, comme une plume en plein milliard. Si loin, que d'un coup tu t'affoles, tu sens tes pieds quitter le sol, et ton esprit qui s'envole. Tout va si vite autour de ton corps, le bruit des couleurs. Tout se mélange et ton cœur se soulève encore quand tes yeux se ferment. Le goût du Tarn, du côté de chez Fred, sur Air d'Otan. Nous sommes toujours avec David Julia, la ferme de Ligogne à Roquevidal, toujours en partenariat avec la communauté de communes Tarnagou sur Air d'Otan pour l'émission Le Goût du Tarn. Tu nous parlais de la genèse de ce projet, les gens que tu as croisés qui ont permis de te forger justement des certitudes ou tout au moins des incertitudes certaines, comme on dirait, hein, on est plutôt là-dedans. Et comment a évolué justement ce projet depuis 2010 ? Quel regard portes-tu sur ces 11 dernières années, sur les difficultés rencontrées, les réussites, les fiertés, et en quoi ça forge aujourd'hui, ça modifie ton projet ? Je crois que on ne s'est pas trop défaussé dans l'idée de départ. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est toujours de mise. La volonté de vendre à des clients qui a une relation de proximité, pour nous, reste très importante et une clé de la réussite de ce qu'on fait. Après, c'est sûr que il y a eu des évolutions dans la manière de s'y prendre, j'ai envie de dire. Les rencontres que j'ai pu faire, elles m'ont amené à aller, je l'avais déjà, mais à renforcer l'idée de globalisation, c'est-à-dire que on regarde un tout sur la ferme et on ne regarde pas que les choses sectorisées. On met toutes les décisions, il faut qu'elles soient globalement cohérentes. Et une fois que ça c'est dit, j'ai envie de dire, c'est vrai que dans les pratiques agricoles, ça nous a donné envie d'avancer vers
certains domaines, d'étudier certains domaines, on va dire, sur notre exploitation, qui sont par exemple la préservation des sols, qui sont avec notre fumier aller réussir à organiser la matière de notre fumier, la matière organique, en faisant du compost, qui est par exemple techniquement aujourd'hui très compliqué. On pourrait avoir 2 ou 3 vies à passer sur le compost sans problème. Il y a de quoi faire. Et pourquoi c'est compliqué justement? Parce que d'un œil extérieur, on se dit bon, mais c'est une matière organique qui se décompose et qui redonne vie, mais c'est pas si simple que ça aussi. Si on veut rentrer dans le compost, pour schématiser, c'est vrai dans la terre aussi, mais particulièrement actif dans le compost. La dégradation va être régie par toute une flore lactique qui va s'orienter d'une manière ou d'une autre, et apprendre à jouer avec cette flore, voilà, ce côté vivant. C'est un véritable défi. Si on veut des composts qui soient d'excellente qualité, qui soient réellement des matières qui vont fertiliser le sol, qui vont rendre la fertilité au sol et pas directement nourrir la plante. Voilà. Nous, dans notre exploitation, on ne cherche jamais à nourrir directement la plante, mais à nourrir le sol qui va nourrir ensuite la plante. Parce que c'est comme ça que ça se passe normalement dans la nature. Et c'est comme ça que la nature a le plus de résilience possible vis-à-vis d'aléas climatiques ou autres. Et ça, c'est pas forcément simple, c'est-à-dire que tout à l'heure tu me parlais des sols qui avaient beaucoup travaillé et donc qui étaient dans une certaine pauvreté organique. Quelle est la difficulté à un moment justement pour un petit peu les régénérer? En quoi c'est pas si simple? Alors, l'état de nos sols est très certainement très détérioré. On peut donner juste un chiffre, c'est qu'on a des sols dans notre région qui tournent autour des 1%, et matière organique dans les premiers centimètres de terre, quoi. Et aujourd'hui on est à 1%, et il y a 70 ans on était entre 6 et 10%, voire 12%, voilà, quelque chose comme ça. Donc la matière organique, c'est ce qui fait la fertilité de nos sols. A priori on a les frigos qui sont vides. Donc pour les plantes, c'est un peu plus compliqué. Si on les laisse seules, sans rien leur donner, qu'on les sème dans ces parcelles, elles ont beaucoup moins de chances de faire quelque chose de bien que ce que c'était il y a 70 ans. Donc c'est un axe de travail qui est très très important chez nous, essayer de remonter ça pour arriver à faire arriver à remettre de la fertilité dans nos sols. Donc ces sols qui sont détériorés, donc à 1%, il y a 70 ans ils étaient à 7-8%. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est dégradé de la sorte, et comment toi tu envisages justement de leur redonner un peu de puissance? Alors la dégradation, elle s'est faite a priori par un surtravail du sol, le fait de pas avoir des sols sous forme de prairies par exemple qui restent en place plusieurs années, voire dizaines d'années. On a eu des cultures annuelles avec beaucoup de travail, du labour, mais d'autres types de travail, n'importe quel travail qui digère la matière organique par une activation bactérienne trop importante par rapport à l'activation fongique. Nous, notre idée, c'est de régler ça de par l'assolement, en ayant des assolements beaucoup plus tranquilles, en remettant par exemple chez nous la moitié de nos parcelles sont en prairies qui n'ont pas de destinée à être retournées, donc ils vont petit à petit aller vers de la prairie naturelle. Ça, c'est notre idée. Les choses après sont souvent un peu plus compliquées, mais on a des
très bon exemple chez nous où sur des sols peut-être un peu moins abîmés ou un peu plus à proximité de vraies prairies naturelles, où on a des bons exemples de régénération. Dans d'autres parties, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là que le compost peut intervenir parce que tout ce travail de lactique qui est fait dans le compost va permettre d'organiser la matière organique comme il faut. Et c'est cette organisation qui va faire que les sols ensuite, avec ça, vont pouvoir se structurer. Si on en revient à l'élevage, parce que c'est quand même l'occupation première, donc le fait d'être en bio, ça implique quoi en termes de contraintes de travail, de contraintes sanitaires c'est le bio dans l'élevage, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça amène? Nous, le bio dans notre élevage nous contraint pas, on est plus contraint par ce que nous on a décidé de faire finalement. On a décidé d'être autonome, donc ça contraint un petit peu le fait de devoir faire par exemple notre aliment pour l'hiver pour complémenter les animaux qui sont bien sûr avec une base de nourriture très fourragère. Donc la principale difficulté, c'est de réapprendre le métier que faisaient finalement nos grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est-à-dire qu'à partir de la terre, on fasse de la viande. Et pas à partir d'une aide, on a besoin aujourd'hui d'un peu de protéines, on va chercher du tourteau de soja, ou on a besoin d'un peu d'énergie, on va chercher un peu de maïs. Non, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a et qu'on reforme un équilibre. Mais je crois que c'est cet équilibre qui était intéressant dans nos paysages parce que il permettait de donner de manière résiliente et j'ai envie de dire répétable d'années, puis de décennies et de siècle après siècle, de répéter une agriculture qui ne s'épuisait pas, quoi, hein. Oui. On pouvait céder à nos enfants quelque chose qui était aussi fertile que ce qu'on avait pu avoir au départ. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur ici. C'est de pouvoir céder quelque chose de mieux que ce qu'on aura récupéré, parce qu'il faut qu'il y ait amélioration, parce qu'il y a eu dégradation. Voilà. Et donc, par rapport à justement ces choses-là, j'ai vu qu'il y avait des panneaux photovoltaïques sur, donc ça c'est pour l'énergie, et également tu fais un travail sur les haies, tu essaies de replanter les haies, et pourquoi? Oui, alors c'est sûr qu'on fait un travail sur les haies parce que je crois aujourd'hui qu'on a un paysage un peu trop ouvert. On a besoin de refermer, de rebocager un petit peu nos paysages. C'est quelque chose qui va aider aussi à la fertilité des sols, j'en suis persuadé. Ça va aider aussi au confort des animaux, par exemple en été, mais même aussi au printemps. Ça peut les protéger un petit peu du vent, voilà. Et beaucoup du soleil. C'est pareil, l'idée de rebocager, c'est une idée qui est globale. Voilà, c'est le sens, on regarde la ferme dans sa globalité et on se dit que si on rebocage, les animaux vont être mieux, nos sols auront plus de résilience. On se dit aussi, on est en train d'y travailler, que peut-être qu'on va pouvoir faire du BRF ou du bois déchiqueté pour faire de la litière, qui ensuite va retourner au sol, qui va peut-être aussi bien nous aider à faire du compost de qualité, qui ensuite va retourner au sol, etc. On est dans un cycle et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est de reformer ce cycle de fertilité et qu'on soit crescendo jusqu'à retrouver des niveaux de fertilité qui soient de bonne qualité et qui du coup font des aliments de bonne qualité. Et par rapport aux vaches, justement, quelle est ton approche par rapport à l'élevage? Comment tu les élèves? Tout à l'heure, tu parlais de ce vétérinaire homéopathe. Comment tu fais? Comment tu opères?
L'élevage, j'ai envie de dire, quand tout va bien, tout est simple. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire des bons fourrages, des bonnes céréales aussi pour l'hiver, pour complémenter si besoin. On a des luzernes pour nous aider à l'autonomie protéique, du sainfoin, des plantes qui reviennent un petit peu plus à la mode, on va dire aujourd'hui, qui sont aussi des légumineuses et qui sont riches, donc qui nous permettent de ne pas aller acheter de concentré. Avec tout ça, on essaie de faire un bon équilibre, mais tout ça dépendra forcément du sol. Et voilà, nous on est juste là en tant que chef d'orchestre pour réguler un peu tout ça et dire voilà, on va faire une alimentation qui va permettre à la vache de bien ruminer, de bien faire ce qu'elle sait très bien faire, c'est-à-dire digérer de la fibre. Et c'est comme ça qu'elle sera le plus en santé possible. Voilà. Le but, c'est qu'elle soit en santé et qu'on n'ait pas à intervenir d'un point de vue vétérinaire, même si on pratique de l'homéopathie et qu'on soigne aussi avec des huiles essentielles. Le but, c'est pas d'intervenir avec ça. Le but, notre métier, c'est faire en sorte qu'elle soit en santé. C'est faire de la santé. Ce qui est très différent du véto, qui est là pour gérer des maladies ou des problèmes quelconques. Nous, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est faire de la santé. Donc, on essaie de garder cette ligne de conduite et si on a un problème, on se demande en priorité comment on peut globalement gérer ce problème. Voilà. La finalité quand même, c'est le produit final, donc la viande, avec une de tes viandes, je ne sais pas celle que tu préfères, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme petit accompagnement qu'on pourrait trouver chez un producteur aux alentours, je ne sais pas, un légume, un vin, j'en sais rien, et qu'on pourrait aller voir de ta part. Là, c'est l'exercice imposé de l'émission. Je suis désolé, en plus je t'ai même pas prévenu, donc là c'est total improvisation. Donc déjà, quel type de viande, toi, qu'est-ce que tu préfères comme type de viande? Parce que bon, parlons nourriture un petit peu. J'aime tout. Alors, je vais parler peut-être de quelque chose qui me tient à cœur parce que on est là, on l'a dit, pour la faire. Enfin, on a envie d'être là en tout cas pour faire de la santé des sols, la santé des animaux et la santé aussi de nous qui mangeons les produits issus de ces terres, de ce territoire. Il y a un petit plat pour l'hiver qui est tout simple finalement, c'est le pot-au-feu. Ah oui. C'est vraiment tout simple, mais c'est j'ai envie de dire, un plat qui est important pour la santé. Parce que dans le pot-au-feu, si on prend par exemple un jarret, on va mettre de l'os et on va laisser ça, on va faire un bouillon avec des légumes aussi. Et ce bouillon, il est très riche en oligo-éléments, il est très restructurant. Pour passer ces phases d'hiver, avec Covid ou pas. Ouais. Pour garder notre santé, c'est quelque chose qui est très intéressant. Se faire un pot-au-feu une fois par semaine, c'est top pour la santé. Et avec ça, du coup, il faut trouver, avec le bœuf, il faut trouver des bons petits légumes. Ouais. Avec ces bons petits légumes qui peuvent venir, par exemple, du potager des Rainettes. Ouais. Qui est situé à Viterbe et qui font, c'est vrai, de bons légumes et avec qui on travaille un peu, on leur prête un petit peu de compost pour aider à faire des légumes santé. Ouais. Donc en fait, c'est au final, c'est un plat très ligogne, puisque le compost, oui. On le retrouve dans les légumes du potager de la Rainette, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, très bien. Écoutez, ça fait une adresse supplémentaire à aller voir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je vais partir. Je ne vais pas emporter le soleil avec moi, puisqu'il n'est pas là encore. Et je vous dis à une très prochaine émission. On va finir la saison sur la prochaine émission. On sera à Ludolac avec plusieurs producteurs locaux. Merci à toi. Merci.